Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 mai. Hier, le titre de la matinale était « Le dollar au centre des attentions » car le dollar baissait depuis 7 séances consécutives et le fait qu'il soit sous pression avait permis à l'euro et à l'or notamment de fortement s'apprécier ces dernières séances. Néanmoins, nous avions noté que le dollar était survendu, que nous allions avoir possiblement des statistiques en soutien de ce dernier. En plus de cela, nous avons eu Donnie Lecart, un membre de la Fed d'Atlanta, qui a été assez bullish sur le fait que les États-Unis pourraient monter les taux, voire deux fois hier. C'est ce qui a engendré une réaction du dollar américain et c'est la raison du titre du jour. Le dollar américain réagit enfin. Nous allons voir ce que cela implique sur l'ensemble des devises et des matières premières. Et bien évidemment, on va parler du marché actions ce jour, avec notamment les résultats de Société Générale, le fait qu'une bancaire ait publié des bons chiffres et que l'ensemble du secteur bancaire et assurance remonte ce jour est plutôt de bon augure. Et ce sera nécessaire puisque le CAC 40 et le DAX sont sur des supports clés. Le Standard & Poor's, l'indice directeur américain, l'est également. On va voir ces supports qu'il faudra absolument tenir pour que les acheteurs gardent la main, car si tel n'était pas le cas, nous pourrions connaître des dégagements plus importants. Bienvenue à tous pour la matinale. On va pouvoir commencer. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro et actions. Nous allons parler des statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir si j'ai détecté une figure chartiste avec l'outil de détection automatique de figures de la plateforme de CMC Markets. Puis on regardera comme d'habitude les graphiques des indices, des actions, des matières premières et du Forex. Et je répondrai bien évidemment à vos questions. Alors, en termes d'actualité, le dollar américain réagit enfin après 7 séances consécutives de baisse. Le dollar américain a été délaissé suite à la Fed dans un premier temps qui a botté en touche. Puis le dollar américain a été affaibli par le fait que la paire USD-Yen se dépréciait très fortement. Le dollar américain donc était survendu, il baissait depuis 16 séances consécutives. On a parlé ensemble de la zone des 92-93 points sur le DXY, donc l'indice du dollar américain, le dollar index. Le dollar s'est fait peur sous cette zone de prix, puis il s'est vivement repris hier. Et le fait que le dollar se reprenne a engendré plusieurs replis sur des actifs clés. L'euro a échoué sous les 1,1615, c'est le cours de clôture du plus haut de l'année 2015, et il a échoué sous la borne haute de son canal haussier à 1,1630, canal haussier que l'on a détecté et mis en avant ensemble hier. Le pétrole, lui, a confirmé sa consolidation. Nous sommes passés de 48 à 45 sur le Brent qui d'ailleurs s'approche de son support à 44 $. Et puis l'or échoue à court terme sous le seuil psychologique des 1300. Ça ne veut pas dire que les cours de l'or ne vont pas casser ce seuil-là. Mais alors que l'or avait pris 70 $ en l'espace de quelques séances et alors que les médias parlaient tous du fait que l'or était à un nouveau plus haut annuel sur les 1300 $, je vous invitais à la prudence puisque les 1300 $, c'est une résistance clé datant de janvier 2015 et également nous avions un dollar qui pouvait réagir. Qui dit réaction du dollar dit bien évidemment réaction de l'or qui est coté en dollars. Et puis en actualité macroéconomique, ce qui explique en partie ce rebond du dollar américain, ce sont les propos de Donnie Lecart de la Fed d'Atlanta hier qui a déclaré « 2 hausses de taux sont possibles ». En termes de chiffres économiques, et c'est ce
ce qui pèse un petit peu sur les indices ces dernières séances. On a eu les PMI chinois, on a eu le PMI canadien, américain, anglais, européen, et il se trouve que tous ces indicateurs montrent un ralentissement, que ce soit de l'activité manufacturière ou bien des services. Donc il faut faire attention à cela. Si nous avons une dégradation et un ralentissement des fondamentaux, cela pourrait peser à terme sur les indices boursiers. En Espagne, le roi a dissolu l'Assemblée et demandé des élections le 26 juin. Ça veut dire que la fin du mois de juin va être relativement sportive, puisque le 23 juin, nous aurons le vote sur le Brexit, et le 26 juin, donc, potentiellement de nouvelles élections en Espagne. Et puis JP Morgan met en avant le fait que le price earning de 2016 du SP500 passe de 16,4 à 17,7. Il a augmenté de 8%. Le PER, en fait, Price Earning Ratio, c'est un moyen de calculer la valorisation d'un indice par rapport aux bénéfices. Et il se trouve qu'on est sur des plus hauts annuels et historiques. On peut considérer historiquement les actions du SP500 comme chères. Et puis, quid de la Banque du Japon, alors que le Nikkei a perdu 5% la semaine passée. Le Nikkei est vraiment sous pression à cause de la hausse récente du yen. Est-ce que la Banque du Japon va faire quelque chose ? Cela se pourrait, puisque de plus en plus d'officiels montent au créneau. Faites très attention sur les paires en yens, car historiquement, la BOJ, la Banque du Japon, est déjà intervenue pendant des jours fériés ou bien pendant des week-ends. Donc pour ceux qui sont à la vente sur les paires en yens, prenez juste en considération le fait que si la BOJ intervient directement sur le marché, la paire USD-Yen et donc toutes les paires en yens pourraient un matin gagner 200, 300, voire 500 points. Ça s'est déjà passé par le passé. Et donc, alors que la situation devient alarmante et complexe pour le Nikkei, pour les investisseurs japonais, il se pourrait que la BOJ tente quelque chose. Côté entreprise, Engie voit Isabelle Kocher nommée directrice générale. C'est la première femme directrice d'un groupe coté au CAC 40. Société Générale a traversé le premier trimestre sans encombre grâce à sa banque de détail, tout comme BNP Paribas. Le fait que les bancaires publient et que les résultats soient en ligne, voire supérieurs aux attentes, permet à l'ensemble du secteur financier, que ce soit les banques ou les assurances, de se reprendre. Et cela, c'est un soutien inconditionnel aux indices boursiers. AXA a également publié un chiffre d'affaires en hausse de 1% et le titre était en faible hausse ce matin. Thales voit ses commandes baisser, mais confirme tout de même ses perspectives. Le titre était stable. Et puis Vallourec creuse sa perte et confirme ses prévisions 2016. Donc Vallourec, société parapétrolière, tout comme CGG Veritas. La société creuse ses pertes étant donné que le pétrole reste trop bas. Donc la société fait tout ce qu'elle peut pour diminuer ses coûts, maintenir son chiffre d'affaires, maintenir ses résultats en espérant que le pétrole remonte plus tard. Et puis donc, au niveau du palmarès du CAC 40, vous voyez que Société Générale est en tête du CAC, une bancaire, c'est une bonne chose. On a BNP Paribas qui n'est pas loin, et puis Crédit Agricole qui apparaît également dans le tableau, donc ça c'est une bonne chose. Et puis dans les baisses, mis à part Saint-Gobain qui perd presque 3%, on peut voir qu'il n'y a pas de fort décalage baissier ce matin. Côté statistique, on a eu le chômage en Nouvelle-Zélande cette nuit qui est ressorti à 5,7 contre les 5,5 attendus. Le dollar néo-zélandais a échoué hier sous ses plus hauts annuels à cause d'une part de la baisse des prix du lait et d'autre part à cause du rebond du dollar. Et puis cette nuit, il a de nouveau reculé suite à ces chiffres du chômage. Aujourd'hui, c'est une grosse journée en termes de rendez-vous. À 10h30, PMI de la construction en Angleterre. À 11h, les ventes au détail en Europe. À 14h15, des chiffres de l'emploi aux États-Unis. À 14h30, la balance commerciale américaine et des chiffres de productivité.
À 16 heures, l'ISM non manufacturier et à 16h30, les stocks de pétrole. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des séances les plus importantes de la semaine. On a pléthore de statistiques, ça devrait engendrer des décalages d'une part sur les indices et d'autre part sur ce fameux dollar américain. Et puis pour finir cette présentation, ce matin donc j'ai été dans les outils de détection de figures chartistes de la plateforme de CMC Markets. Ici c'est un graphique sur l'USD CAD en données 15 minutes. On peut voir que l'USD CAD est fortement monté hier, il est passé de 1,2450 à 1,27, il a pris 250 points en séance. Ce qui explique cette forte hausse de l'USD CAD hier, c'est d'une part le pétrole sous pression et d'autre part le rebond du dollar américain. À court terme, vous voyez que depuis hier, à peu près 20 heures, l'USD CAD s'est stabilisé. Il est ici dans une sorte de triangle. On peut aussi considérer ici un support horizontal vers 1,27. Tant qu'on tient ce support, eh bien, on peut parler d'un soutien sur le dollar américain. Et si on arrive à s'extraire par le haut et accélérer au-dessus des 1,2730 puis des 1,2750, on confirmerait alors le rebond du dollar américain. Bien évidemment, ici c'est un exemple donné sur l'USD CAD et l'USD CAD il réagira aussi au cours du pétrole cet après-midi, même si le dollar américain se reprend. Si de son côté le pétrole explose à la hausse après les stocks, l'USD CAD aura du mal à s'apprécier. Par contre, si les statistiques américaines soutiennent le dollar américain et que les stocks de pétrole font baisser les cours du pétrole, là on aura un double facteur haussier sur cette paire USD CAD, donc elle peut être intéressante à suivre. Voilà pour cette présentation de l'actualité. On va passer maintenant sur la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les indices boursiers qui sont sur le fil du rasoir. Donc ici, vous voyez le Standard & Poor's, l'indice directeur américain. On a eu une belle séquence haussière qui a duré 2 mois. Depuis à peu près 10 jours, l'indice américain consolide dans des proportions gardées. Il est passé de haussier à neutre. Tout comme l'orientation de la moyenne mobile à 15 séances qui nous servait avant de pivot haussier et de support. Donc on peut bien voir ici que le marché est passé de haussier à neutre. Il n'est pas encore passé de neutre à baissier. Je considère en fait qu'à court terme, les cours évoluent dans la figure d'élargissement ici en bleu. Tant que cette figure tient, on garde un biais neutre, on va dire que la tendance est neutre, mais qu'on peut garder un biais haussier, puisqu'on est dans une figure haussière. Si on vient à casser les plus bas des dernières séances, alors on passerait totalement neutre, on reviendrait potentiellement vers le support des 2040 points. Pour la suite, si on réagit sur 2040 points et qu'on repart, tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, si on casse les 2040 points, alors le SP500 aura eu une séquence haussière, une séquence neutre et il passerait alors baissier avec de nouveau des risques de dérapage comme nous l'avions eu en début d'année. N'oublions pas que le SP500 à 2100-110 points, ce sont pratiquement les plus hauts de 2015 et quand on était sur ces zones de prix-là, en août 2015, on a perdu très rapidement 15%, en janvier 2016, on a perdu aussi très rapidement 15%. Donc si on a une dégradation des fondamentaux et des cassures baissières, de nouveau une purge, une baisse forte pourrait intervenir. Donc ça, il faut le garder à l'esprit et cela ne serait validé que si nous assistons à des cassures. Donc pour l'instant, on est sur le fil du rasoir. Si les chiffres du jour sont bons et que le pétrole rebondissait ce jour, ça aiderait, je pense, le secteur énergétique à se reprendre et à l'ensemble de la cote de rebondir. Donc on verra les chiffres économiques à 14h30, 16h et le pétrole à 16h30. Si ce soir en clôture on a encore tenu le support et qu'on a redémarré à la hausse, alors ça plaide pour le scénario haussier d'une continuation du mouvement en place depuis 2 mois. Si par contre on assiste à des cassures, il faudra devenir beaucoup plus prudent. On va passer sur les indices européens, notamment le CAC 40. Vous pouvez voir que malgré un repli de l'euro-dollar hier, le CAC 40 reste sous pression. Le CAC 40, tout comme le SP500, est sur le fil du rasoir. Vous pouvez voir ici en orange que depuis 4 mois, en fait, le CAC 40 évolue dans une sorte de biseau ascendant. Le biseau ascendant est une figure dont on sort en théorie par le bas.
Donc ce graphique en fait nous donne une double information. Information numéro 1, on est sur une zone pivot, on est sur un gap d'importance qui avait été ouvert le 13 avril dernier, et si les chiffres économiques du jour sont bons, si les indices US tiennent, alors on aurait une chance de voir le CAC 40 réagir et rebondir. Par contre, inversement parlant, si les chiffres du jour ne plaisent pas aux investisseurs et si on entrevoit des cassures sur le CAC, le DAX et le SP500, là on va avoir potentiellement une dégradation du sentiment des opérateurs et de possibles accélérations baissières, auquel cas la prochaine zone de prix sur le CAC 40 se trouverait dans la zone des 4200-4220. Si on réagit sur 4360 et qu'on arrive à remonter, la première zone clé, ce serait de remonter vers les 4450, puis les 4510. Donc voilà, suspense aujourd'hui, on est sur une zone d'importance. On va regarder aussi le DAX. Le DAX est ici. Donc le DAX, tout comme le CAC, très lourd, très lourd, toujours sous pression. Le DAX travaille la zone des 10 120 points les plus bas du lundi 18 avril quand on avait ouvert en gap baissier suite à l'échec des négociations à Doha. Il s'approche lui aussi de son fameux gap laissé ouvert entre 9800 et 9850 à la mi-avril. C'est vraiment une zone tampon. Donc ici, c'est quand même pas très bon que l'on baisse comme ça petit à petit et que la volatilité accélère. Si on arrivait à faire une belle réaction haussière, soit sur le support ici, soit sur le gap, puis à casser l'oblique ici en bleu, c'est que les acheteurs feraient leur retour, auquel cas on pourrait parler de continuation de la tendance haussière en place depuis 3 mois et de velléité haussière. Pour le moment, ça reste très complexe, très compliqué pour les investisseurs. On est posé sur le support, il faudra absolument y réagir sous peine d'accélération et d'augmentation du risque sur les marchés. D'ailleurs, pour suivre ce fameux risque sur les marchés, vous pouvez regarder les indices de volatilité, notamment le VIX. On a vu ensemble lundi que le VIX était pile poil à 17 points sous la moyenne mobile à 20 séances. Il a reflué. Hier, de nouveau, il y avait de l'aversion au risque, donc la volatilité a accéléré. On se retrouve de nouveau sous les 17 points et la moyenne mobile à 20 séances sur le VIX. Si on a des cassures de support accompagnées d'une accélération de la volatilité au-dessus des plus hauts des 3 derniers jours, il faudra vraiment faire attention. Les vendeurs garderaient la main et enfonceraient le clou sur les indices. Et on sait que quand les indices baissent, généralement, la volatilité augmente et elle corrobore en fait votre analyse du marché. Au contraire, si vous voyez des supports qui sont testés, travaillés, qu'on se fait des frayeurs dessous, mais que la volatilité n'accélère pas, cela peut vous mettre la puce à l'oreille selon laquelle on est sur un support et qu'il pourrait tenir. Donc la volatilité est à suivre et est un indicateur avancé qui vous aidera dans vos prises de décision. Comme n'importe quel actif, vous pouvez faire de l'analyse technique sur le VIX. Donc vous pouvez voir ici une belle zone tampon qui correspond au plus haut des dernières séances, au plus bas ici de début avril. Et on a donc un beau pivot ici sur la volatilité. Et concernant le Nikkei aussi, je voulais vous en parler. Le Nikkei, il est ici. Le Nikkei, en fait, est passé de la borne haute de son canal haussier à la zone basse de son canal. Je me dis que si le Nikkei venait à challenger le bas de son canal et à se faire des frayeurs, c'est peut-être là que la Banque du Japon tenterait d'intervenir. En tous les cas, faites très attention à cela. Côté actions françaises, donc on va le voir, on a très certainement les bancaires, assureurs qui sont recherchés. Donc, tiens, c'est marrant, on a Nexans qui est dans une belle tendance haussière, qui a comblé un gap hier, un gap laissé ouvert ici à la mi-avril comme sur le CAC, et puis qui réagit favorablement pour l'instant dans le sens de sa tendance. On a Société Générale qui s'est fait des frayeurs hier et qui rebondit aujourd'hui grâce à des chiffres supérieurs aux attentes. Legrand stabilise à plat. Wendel est dans une belle dynamique haussière. Ici, d'un coup d'œil très rapide, vous pouvez voir qu'on a une belle dynamique haussière ici qui peut être matérialisée par un canal. Et puis, on n'a pas de forte hausse. On avait Hermès qui avait publié hier qui se reprend. Thales qui a publié et qui reste dans une belle dynamique haussière.
Et puis côté des baisses, alors Affine c'est spécial, je pense qu'il y a des opérations sur ce titre, ce qui fait que c'est un gruyère, donc je ne vais pas prendre ça en considération. CNP Assurance, il faut que je regarde si c'est un dividende ou si c'est une publication de résultats. Je vais regarder ça tout de suite. C'est un détachement de dividendes. Air France, vous voyez que le titre ici accélère sous sa zone de gap ici des 7,80. En fait, c'est une zone d'importance, c'était une résistance. Puis c'est une zone qu'on avait gapée ici lorsque le PDG était parti. Ensuite, on était revenu chercher la zone de résistance majeure. Et là, vous voyez que les vendeurs prennent la main. Alors Air France, c'est aussi un titre à regarder à moyen long terme. C'est une tendance baissière de très long terme. À moyen terme, c'est vraiment la neutralité. Les cours étaient revenus travailler la zone de résistance ici des 8,50, 8,80, mais ça ne passe pas. Il faudra faire attention parce que si Air France a échoué sous résistance et vient casser ensuite la borne basse de son canal haussier, la baisse pourrait de nouveau s'accélérer et on pourrait de nouveau potentiellement voir les plus bas historiques, enfin les plus bas des dernières années, les plus bas historiques qui sont ici en 2012. Air France, c'est quand même un domaine particulier. Gardez en tête que c'est une société qui n'arrive pas à faire d'argent, quoi qu'elle fasse sur ses comptes, quoi qu'il se passe sur les cours du pétrole. Air France est une société qui n'arrive pas à être rentable et c'est ce qui explique qu'à moyen long terme, la tendance reste très fortement baissière. On a aussi donc Vallourec qui est sous pression après la publication de ses résultats. Le titre reste dans une tendance baissière. On a Technip aussi qui perd 4% ce jour. Donc on reste dans un canal baissier de moyen terme sur le titre Technip. Solocal, bien évidemment, c'est un titre spéculatif. Donc tant que le CAC reste sous pression, elle reste également sous pression. Areva, toujours aussi délaissé. CGG Veritas, c'est le pétrole. Et puis ensuite, on n'a pas de fort dégagement, mais on voit que les biotechnologiques, Nicox, Selectis et autres titres n'arrivent pas à grimper à court terme à cause de l'aversion au risque palpable sur les marchés. On va passer aux matières premières. Donc sur les matières premières, on va parler d'un peu de tout, mais on va parler de l'or. Donc l'or, vous voyez ici un graphique hebdomadaire. Alors, j'ai retracé mon graphique hebdomadaire sur l'or parce que, vous voyez, j'avais un canal baissier que j'avais tracé comme ceci. Et ça laissait l'impression qu'on avait cassé le canal baissier la semaine dernière et qu'on était en train de passer en force. Et vous voyez, ça ne me plaisait pas parce que à peine on avait cassé ce canal, on se retrouvait de nouveau sous une résistance à 1300. Alors je me suis posé la question hier, est-ce que je n'ai pas mal tracé mon canal? Est-ce que je pourrais pas prendre d'autres points pour le faire? Et donc plutôt que de prendre les 2 points ici, j'ai pris l'extrême ici, en 2013. On a eu une forte chute en 2013, puis un rebond technique, ça a créé un point d'inflexion sous les 1500 points. J'ai retracé ce point-là avec le point haut récent et je me suis rendu compte que ça collait quand même très bien avec les plus bas. Et donc, à court terme, je préfère ce graphique de l'or. Ce graphique de l'or ne nous empêche pas de constater que les cours de l'or sont dans une tendance haussière et sont recherchés, mais ce graphique de l'or vous permet de mieux voir cette fameuse zone de résistance des 1300-1310. Or, étant donné que j'avais l'or sous résistance et le dollar sur support ces 2 derniers jours, eh bien, il était difficile pour moi d'envisager une explosion haussière des cours de l'or. Donc, vous voyez ce qu'il s'est passé. On est allé chercher le haut de canal et puis la zone des 1300. Tout le monde s'est mis à parler de l'or. Et puis, forcément, quand tout le monde en parle, les cours consolident. Alors, je ne dis pas que les cours de l'or vont rester dans le canal baissier, vont repartir à la baisse très fortement. Je dis tout simplement que pour casser les 1300-1310, il faudra vraiment que le dollar casse son support de moyen-long terme pour de bon. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je préfère être pragmatique.
L'or est aussi à moyen terme, mais l'or en journalier tenait particulièrement bien au-dessus de sa moyenne mobile à 23 périodes. On pourrait très bien revenir vers le support avant d'éventuellement partir à la hausse. C'est sur ce genre de mouvement, de respiration que je suis là pour vous alerter. C'était une très belle éjection qu'on avait ici, mais il y a une résistance, donc on peut très bien refluer avant de monter plus. En tous les cas, la zone des 1300-1310 est une zone clé sur les cours de l'or. On va passer au pétrole. Donc le pétrole Brent, on avait vu ensemble la semaine dernière qu'il arrivait sous une résistance majeure. Il y a échoué. Ça fait 4 séances d'affilée que les cours du pétrole baissent. C'est ce qui explique la baisse de titres comme CGG Veritas, Valorec, Technip, etc. En plus des publications de résultats. De toute façon, les résultats, on savait qu'ils seraient mauvais, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc voilà, on a des cours du pétrole qui consolident, on a des stocks cet après-midi. Si les stocks ressortent importants, on pourra avoir une accélération des cours vers les 44 $, voire même en direction des 42 $. Si au contraire les stocks ressortent inférieurs aux attentes, on pourra avoir un rebond technique du pétrole, voire même une tentative de relance de la tendance haussière. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression que le pétrole est particulièrement lourd à court terme. Malgré la réaction du dollar hier, il reste lourd. Donc j'attends avec impatience les stocks et je ne serais pas étonné de voir plus de dégagement se faire sur les cours du pétrole. N'oublions pas que le Brent a gagné 80%, 79% exactement depuis ses plus bas du mois de janvier, qu'il monte en ligne droite depuis, que la demande reste stable, que l'offre reste importante et que les fondamentaux du pétrole restent donc dégradés. Donc voilà pour le pétrole. L'or, on en a parlé. Le jus d'orange, je vous en ai parlé hier. Il avait atteint un beau cluster de support, il avait fait une belle réaction haussière. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cluster, c'est un regroupement de supports obliques ou horizontaux. Et ici, on avait une oblique baissière et une oblique haussière qui se rejoignaient ici à un point d'énergie, de confluence. Donc c'est ce qu'on appelle un cluster. Et donc on a un beau point de support ici sur le jus d'orange. Les cours sont partis à la hausse, mais je surveille car un éventuel repli pourrait être intéressant ici dans la zone des 126, 127. Donc ça, c'est à surveiller. Les cours du gaz naturel, ils évoluent toujours en mode indécis. Dans une figure d'élargissement, on aura les stocks jeudi comme d'habitude. Le bas de la figure ici se trouve vers 1,92, 1,93 pour information. Et puis, quoi d'autre sur les matières premières? Les cours de l'argent consolident. Je vous avais montré hier une oblique haussière qui passait par tous les plus bas sur les cours de l'argent depuis un mois. On a cassé cette oblique. Ça ne veut pas dire qu'on passe de haussier à baissier, ça veut dire qu'on passe de haussier à neutre. On pourrait donc très bien voir une stabilisation, une latéralisation des cours de l'argent, tout comme on peut en entrevoir une sur les cours de l'or à court terme, étant que le dollar sera recherché. Et puis on va passer aux devises. Alors attendez, j'ai un commentaire de Jean-Louis sur le riz. Jean-Louis me dit « Bonjour Nicolas, le riz pourrait atteindre dès aujourd'hui une grosse résistance entre 11,28 et 11,34 avec en plus 50% de Fibonacci et un haut de canal en journalier. Des prises de bénéfices pourraient avoir lieu dans cette zone et un possible retour sur la M7. Qu'en pensez-vous » Alors on va regarder ça tout de suite. Alors, zone de résistance. Alors, on avait dit qu'on allait prendre les Fibonacci et qu'on allait regarder le Fibonacci du dernier mouvement. Effectivement, à 11,25, on a un niveau qui a été travaillé ici, fin janvier. Et on a un niveau qui a été travaillé ici, en octobre, et ici, en août 2015. Donc effectivement, Jean-Louis, excusez-moi, la résistance des 11,25, 11,28 ici est absolument magnifique. Elle est d'une propreté parfaite. C'est un Fibonacci plus un niveau horizontal. Donc c'est une résistance. Est-ce que ça veut dire pour autant que les cours vont s'y arrêter et qu'ils ne vont pas aller plus haut ? Pas forcément. Ça veut juste dire qu'à l'approche de cette résistance, on pourrait voir des prises de bénéfices. Alors, pour le moment, on a une belle tendance haussière, on a une moyenne mobile à cette période
Donc le PMI de la construction vient de tomber inférieur aux attentes en Angleterre. On a la MM7 et une belle tendance haussière sur les cours du riz. On va approcher de la résistance. Donc après, c'est à vous de voir. Certains se laissent porter tant que la M7 est haussière et ne couperaient leur position que si on cassait la M7. D'autres sont à l'achat et peut-être prendront des bénéfices sous la résistance comme vous. Et puis si elle passe en force, peut-être qu'ils reprendront position. Il y a vraiment toutes sortes de façons de faire. Ça dépend de votre style d'investissement. Moi, j'ai tendance à dire que tant que la tendance haussière portée par une moyenne mobile courte est forte, eh bien, ça peut continuer de monter. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez prendre des bénéfices ou bien remonter vos stops et vous laisser une chance de rester en position au cas où on passe en force. En tous les cas, je suis complètement d'accord avec vous, c'est une très belle zone très claire de résistance à 11,25. Si on atteint 11,25, c'est que les cours du riz auront déjà pris 12% depuis la cassure du canal. On pourrait s'en contenter, c'est déjà une belle performance. Si ça passe en force, on pourrait encore viser un peu plus haut, vers 11,70, voire 12,10 et au-dessus, les 13,20. Je ne voudrais pas paraître gourmand, mais si on regarde la dernière hausse des cours du riz de l'année dernière, ça a duré quand même quelques mois, donc à suivre. Et puis sur les monnaies, le dollar américain s'est repris. Le fait que le dollar américain se reprenne et que l'AUD ait été complètement délaissé suite à la baisse de taux de la RBA hier, donc fait que l'AUD est revenu sur ses plus bas du 21 mars. Je retire le support horizontal, ça sert à rien. En fait, on voit bien que l'AUD était dans une belle tendance haussière et que hier, il a cassé son oblique de tendance haussière. Donc, même s'il devait tenter de réagir ou tenter de remonter, l'AUD n'est plus haussier et puissant, il est désormais neutre, comme vous pouvez le voir, depuis plus d'un mois. Donc, il va falloir faire plus attention, ça va être moins évident de naviguer sur l'AUD. Moi, ce que je vois, c'est un gros support horizontal à 0,74 et une résistance désormais à 0,76, la borne de l'oblique haussière qui faisait support précédemment. L'AUD, donc le voici. Ensuite, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, c'est magnifique. Hier, je vous ai montré ce canal haussier en place sur les cours de l'euro-dollar depuis 6 mois. Les cours sont arrivés à 16,15. 16,15, c'était le cours de clôture du 24 août dernier et c'était le plus haut en cours de clôture de 2015. Donc il y avait le plus haut de 2015 en cours de clôture plus le haut de canal à 1,1630 et les cours ont parfaitement réagi sous la borne haute de ce canal. Donc l'euro-dollar reste aussi à moyen terme, tout comme le pétrole, mais à court terme, il a échoué sous résistance et il pourrait donc consolider, latéraliser et être un petit peu moins évident à trader. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la propreté des graphiques. Ceux qui ont été à l'achat sur l'euro-dollar, c'était un beau trade, c'était bien vu. Mais hier, alors que tout le monde disait que l'euro allait aller à 1,17, 1,20, 1,25, j'ai préféré le pragmatisme. Je n'aime pas quand le consensus est trop fort, quand tout le monde vise la même chose. Et donc, j'ai cherché à savoir s'il y avait une résistance qui pouvait bloquer les cours. J'ai trouvé ce beau canal haussier qui cadrait les cours. Et c'est ce qui m'a permis ici de trouver ce point d'inflexion. Et puis hier, on parlait aussi de la livre qui a accéléré au-dessus de 1,46 et je vous disais, attention, si le dollar se reprend, la hausse de la livre deviendra plus compliquée. Hier, on a eu mauvais chiffre anglais plus rebond du dollar et vous voyez qu'en cours de clôture, la résistance des 1,4670 n'aura pas été clairement dépassée. Les cours ont fortement reflué hier. On reste donc dans un range sur la livre. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, à 1,40, quand tout le monde était baissier, il convenait d'être un peu contrarien et de constater la tenue des supports et de voir la hausse potentielle. Et alors que depuis une semaine, tout le monde était passé haussier sur la livre parce que, soi-disant, le Brexit n'allait pas avoir lieu et que les acheteurs avaient la main et que le dollar américain donnait des signaux baissiers de moyen long terme, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il s'est arrêté sur cette zone clé, eh bien, il convenait non plus d'être haussier, mais de devenir pragmatique. En bas d'un range, les acheteurs ont la main. En haut d'un range, généralement, les vendeurs se matérialisent. Ce n'est donc pas en haut d'un range qu'il faut passer haussier, à moins d'une cassure validée de ce range, ce qui n'a pas été le cas hier. Et puis le NZD, on a vu hier qu'il
travaillait, qu'il échouait à très court terme sous ses plus hauts annuels. Ajoutez à ça une baisse de 1,5% des prix du lait, ajoutez à ça des mauvais chiffres du chômage et un dollar qui rebondit, et vous avez le NZD qui a fait un double top. Donc on a un échec de l'euro en haut de son canal, un échec de la livre en haut de son range, un double top sur le NZD et un AUD qui vient de casser son support oblique. On constate bel et bien que le dollar américain s'est bien repris à court terme et qu'il y a peut-être un changement d'état d'esprit. Voici ce fameux dollar américain. On l'a regardé à de nombreuses reprises ces dernières séances. Il a fortement chuté à cause de la baisse de l'USD-Yen. Et hier, vous voyez ce magnifique chandelier avec une longue mèche basse, un beau corps vert et une clôture au plus haut du jour. Ce chandelier s'appelle un marteau. Un marteau, c'est un chandelier de retournement haussier dans une tendance baissière. Nous avons donc potentiellement constaté un point bas sur le dollar hier, dollar qui pourrait tenter de rebondir plus nettement dans les séances à venir et peut-être de venir chercher les plus bas précédents ici dans la zone des 94 points. Le dollar est baissier, ça peut se voir sur l'USD-Yen. Vous voyez que l'USD-Yen a rebondi hier et aujourd'hui et qu'il est sous résistance. Donc, à court terme, oui, le dollar a réagi, mais il en faudra plus que ça pour qu'il se retourne. Vous voyez qu'à court terme, l'USD-Yen a réagi, mais il reste baissier. Donc c'est avec les statistiques qui vont venir dans les séances à venir, notamment cet après-midi, ce sera d'importance, et puis bien évidemment vendredi avec le NFP, on pourrait avoir des mouvements sur le dollar américain. Donc à suivre. Pour l'instant, on a des prémices de retournement, on a une réaction haussière sur le dollar. Pour que ce dernier se retourne, il faudra casser des résistances et il faudra donc plus de hausse que cela dans les séances qui viennent. D'ailleurs, ça se voit aussi sur l'USD-CAD. L'USD-CAD a profité de la baisse du pétrole et de la hausse du dollar. Hier, je vous disais que ce serait typiquement la paire la plus violente à la hausse en cas de réaction du dollar américain, qu'on surveillait. On a eu hier baisse du pétrole, hausse du dollar américain, magnifique reversal, donc un chandelier de retournement haussier sur l'USD-CAD. Ici, l'USD-CAD travaille la zone des 1,2750. Il est attentiste, il attend les stocks de pétrole, et si avec les stocks de pétrole, le pétrole continue de baisser, alors l'USD-CAD pourrait sortir de son canal baissier et pourrait encore fortement s'apprécier en direction de la prochaine zone de résistance des 1,30, 1,31. Si au contraire le pétrole monte, l'USD-CAD restera potentiellement à l'intérieur de son canal, bien évidemment. Mais en tous les cas, l'USD-CAD ici nous montre que la tendance baissière en place depuis 3 mois ne va peut-être pas durer éternellement. Paul me dit « Bonjour Nicolas, as-tu vu le schéma de Véronique Riche-Flores sur la baisse du dollar ?» Si c'est un graphique de comparaison avec les phases baissières du dollar précédentes, oui, je l'ai déjà vu. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez vu, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que je fais un webinaire avec Véronique Riche-Flores dans 2 semaines. Le 19 mai, on fait un webinaire ensemble tous les deux sur les risques d'une possible récession américaine, les risques baissiers sur le dollar à moyen long terme et les risques de retournement des marchés boursiers. Personnellement, depuis 1 an, je vous parle du dollar américain et je vous dis qu'on est potentiellement topiche, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse de 20% du dollar américain et qu'elle est possiblement terminée. Je vous ai expliqué l'année dernière que les taux seraient montés qu'une seule fois au maximum. Je vous ai expliqué qu'en 2016, les taux seraient peut-être jamais montés ou peut-être une seule fois. Pour le moment, les taux n'ont pas encore été montés. Peut-être qu'ils le seront une fois après l'été. Peut-être, je dis bien. Donc à moyen long terme, j'ai tendance à être plutôt baissier sur les fondamentaux américains, baissier sur les politiques de taux et donc baissier sur le dollar américain. Mais chaque chose en son temps. Depuis 2 mois, le dollar américain a fortement baissé. À court terme, il est sur support. À court terme, je note ce support et donc je mets en avant des résistances sur les matières premières et sur les paires de devises comme l'euro-dollar.
Une fois que le dollar américain aura rebondi, s'il doit rebondir, et qu'il aura atteint des résistances, de nouveau, dans le sens des fondamentaux, dans le sens de la baisse de moyen terme, eh bien, peut-être qu'on repassera baissier sur le dollar américain. Mais à très court terme, il semble vouloir réagir. Le DAX enfonce son support et va chercher son gap. Alors vous pouvez remarquer que le 440 est sur son gap à 4360, que le DAX était encore un petit peu au-dessus. Donc le DAX avait potentiellement de la marge pour se faire une frayeur, si tant est que cela doit être une frayeur. Franchement, sur les indices, la situation est tendue. On est pile poil sur support sur le SP500. Si ça réagit cet après-midi avec les chiffres, alors on peut avoir des trous d'air sur le CAC et le DAX et puis au final tenir les supports en clôture. Si au contraire les supports en fond, c'est que le SP500 casse les plus bas de ses dernières séances ce soir, là franchement ça va commencer à sentir le roussi sur les indices boursiers. Donc voilà, des indices sous pression, neutres aux États-Unis, baissiers à court terme en Europe, sur des zones clés. On va voir ce qui se passe dans les séances à venir. N'oubliez pas qu'on peut avoir des mèches, qu'on peut avoir des pièges. Aujourd'hui, on a beaucoup de statistiques. Vendredi, on aura le NFP, donc les chiffres mensuels du chômage américain. Donc, tout peut changer en l'espace de 24-48 heures. Donc, pour le moment, c'est baissier sur les indices, c'est baissier à court terme sur le pétrole. Et concernant le dollar et l'eurodoll et l'or, on va dire qu'on a neutralisé les tendances en place et qu'on attend les prochains catalyseurs. Dernière information de cette matinale, demain ce sera un jour férié, vendredi je vais faire le pont, je vais profiter de ces beaux jours ensoleillés pour faire une pause sur les marchés. Vous me retrouverez donc lundi à 10h tapante pour la matinale. En tous les cas, vous avez les dernières informations sur les marchés. Je vous ai aidé à identifier les supports, les résistances majeures et les hypothétiques scénarios. Je vous souhaite donc un très bon trading, une très bonne journée, mais également une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et je vous retrouverai lundi avec grand plaisir à 10h tapante pour la matinale. Bonne journée à tous et à très bientôt.